Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Urto qui est bientôt en campagne Kickstarter en 2022. Donc c'est un jeu qui m'a gentiment été prêté par Quentin Muller et Julien Conseil. C'est pour 10 ans et plus, de 40 à 60 minutes, pour 2 à 5 joueurs. On va jouer l'un des 5 héros. Donc là c'est écrit en anglais justement parce que c'est à la base de la campagne, c'est un jeu proto. On va découvrir ce qui se passe à l'intérieur dans un premier temps. C'est l'unboxing les amis. Il y a le livret de règles. Je vais vous lire le petit speech. Vous qui vous aventurez dans cette grotte, prenez garde. Nombre de dangers vous y attendent, des embûches surgiront et des monstres n'attendent qu'une frêle victime telle que vous. Mais surtout, surveillez vos arrières et ne faites confiance à aucun de vos adversaires. Jadis, les dieux ont abandonné des armes sacrées qui pourraient vous aider à conquérir l'âme d'Urto. Serez-vous assez fort et malin pour convaincre Urto que vous êtes l'élu, rien n'est moins sûr. Il y a le plateau qui va justement être une grande partie du jeu. Le plateau de la caverne. On va rapprocher la caméra pour découvrir le reste, pour plus de détails. On se retrouve pour l'unboxing. Bon là j'ai fait la préparation en même temps pour tout présenter du jeu Urto. On va commencer par le plus simple, les héros. Alors les héros, ils sont au nombre de 5. Il y a le premier héros. C'est Barbouaille. Barbouaille est riche de plus de 400 ans d'expérience en tant que gardien de la forêt d'Onyx. Ce n'est que récemment qu'il a intégré le cercle des mages du conseil, faisant de lui le plus jeune mais aussi le plus brave de ses pairs. C'est lui qui a réussi à convaincre ses semblables qu'il devait sortir de l'ombre et tenter de s'emparer de l'âme d'Urto afin de rétablir le respect de la vie végétale. Donc sur les cartes personnages, en haut il y a ses points de mana, en dessous ses points de vie, et au milieu vous avez ses capacités. Donc par exemple pour Barbouaille, combat avec 2 dés à 6 faces et choisit le meilleur résultat, ça c'est intéressant, et ne peut pas utiliser d'armes, dés à 8 faces compris. On poursuit avec Arminius, celui-là je l'aime plutôt pas mal. Arminius, la conscience collective, voici un concept qui échappera toujours aux autres nations. L'âme organique est habitée par un nombre incalculable de créatures et le concept d'individualisme et de performance personnelle leur échappera toujours. Cependant depuis peu, un être abject et malfaisant s'est tissé en haut de la chaîne alimentaire. Contrôler la morganite ne lui suffit plus et grâce à l'âme d'Urto, il étendra bientôt sa puissance. C'est Arminius. Il a 10 points de mana et 12 points de vie. Il peut ressusciter, ça c'est pas mal, en lançant un dé de 6 dont il distribuera la valeur en points de vie ou en points de mana. Donc du coup, il réduit ses points de vie et ses points de mana pour ressusciter. En fin de partie, il gagne 5 points de renommée, ne peut pas voler qui que ce soit. On poursuit avec la belle Oriandre. Oriandre, magnifique prodige de la sorcellerie aux yeux verts émeraude. Elle est la plus jeune recrue à intégrer l'élite des mages noirs. Froide et implacable, elle ne fait pas de quartier envers ceux qui se dresseront devant la volonté de sa confrérie. Les frères fondateurs placent toute leur confiance en Oriandre. 10 points de mana, 11 points de vie. Sprinter ne coûte qu'un point de vie, ne gagne pas le point de renommée en engageant un combat contre un autre joueur. On poursuit avec le balèze Molésor, lui je l'aime plutôt pas mal. Il a 7 points de mana, mais 15 points de vie. Il ajoute plus 1 à tous ses jets de combat. Ne peut jamais regagner de points de vie, mais gagne de points de mana à chaque repos. Cet être mystérieux fut conçu lors d'une réunion séculaire entre les grands magiciens des 4 royaumes, dans le bois des soupirs. Lors d'un rituel, ils lancèrent un sort interdit et en perdirent le contrôle. Molésor naquit alors de leur incantation. Leur créature ne méritait pas de vivre, mais pas non plus de mourir. Les mages décidèrent de l'exiler vers la prison de Za, Tralak. Sur le navire qu'ils amenaient, Molésor brisa ses fers, tua l'équipage ainsi que le champion opalien, qui se rendait à la grotte sacrée et décida de devenir le nouvel élu. Et on termine avec Sanka, avec 9 points de mana et 13 points de vie. Combat avec un dé à 8 faces, doit boire la bière du brave quand il pioche l'événement correspondant. La bière, c'est bon pour nous. Ne pioche qu'un artefact en début de partie. Sanka, c'est le beau-fils par alliance du roi Roquette, souverain d'Azura, Sankara, et le héros de guerre le plus décoré de sa génération, hormis son goût immodéré pour la boisson, les jeux d'argent et les blagues vulgaires. Sa bravoure et son habileté au combat font de lui le candidat idéal pour ramener l'âme d'Urto au pays. Donc voici le beau plateau d'Urto. Ça c'est le beau plateau d'Urto. J'ai fait la mise en place. Donc ici il y a les cartes créatures, il y a les cartes événements et les cartes artefacts. Donc ça c'est ce qui concerne les cartes. Ensuite on va s'arrêter un peu plus sur les cartes créatures. On va découvrir
la quasi-totalité des cartes, parce qu'ici, il y a les alphas, les créatures les plus téméraires. Donc voici The Bubbly. 1 point d'attaque, 4 points, 1 point de vie, 4 points d'attaque. Old Mandrake, 3 points de vie, 3 points d'attaque. Exoloot Elite. Trollodyte Robbers. Exoloot Necromancer. Exoloot Elite. Wandering FT. Elle se fout de ma gueule parce que mon accent anglais est vraiment pourri. Exoloot Guard. Ça, c'est les points. Alors ici, c'est les points de renommée. Alors, je pense qu'en tuant ces créatures, on gagne des points de renommée. Je vous montre un peu toutes les créatures. Avec point de vie en haut, point d'attaque en bas. Je vous montre quand même les alphas, les plus téméraires, les plus durs. 5 points de vie, 5 points d'attaque, 6 points de renommée, si on arrive à les détruire, il me semble. Ensuite, il y a les cartes artefacts. En tout cas, les illustrations sont plutôt pas mal. Donc voilà, avec les points de renommée. Voilà le pouvoir de l'artefact en question. Il y a aussi les armes, il y a un peu de tout. Ajoute plus un OD de combat. Bon, c'est plutôt intéressant. En tout cas, c'est la trame est plutôt pas mal. On termine avec les cartes événements, celles qui vont faire pencher la balance lors de la partie. Des bonus, des malus, comme vous aimez bien entendre. Avec des capacités bien définies. Voici pour les cartes. Ensuite, il y a les petits jetons. Donc ça, les petits jetons, c'est intéressant, justement, parce que les jetons vous amènent d'autres choses. Alors, les jetons, il y a les jetons monstres, les jetons renommés double, renommés simple. Il y a, ben ça, je peux pas vous le laisser, les champignons, les raccourcis, attaque et défense, les pièges à bloc, un jeton unique, moins de points de vie. Ces jetons-là, c'est piocher un artefact. Au milieu, c'est le jeton alpha. Et on a 3 jetons torche bien spécifiques. Donc il y a la torche avec une fontaine, la torche simple et la torche avec un événement. Ensuite, forcément, il y a les petits jetons mana qui vont servir de curseur et les jetons vie qui vont servir de curseur sur notre fiche personnage. Un dé à 8 faces. Un dé à blanc à 6 faces, 2 dés noirs à 6 faces, un dé noir à 8 faces et un dé blanc à 12 faces. Il y a pour finir 2 dés, non, du moins 3 dés spécifiques. Donc le bleu, c'est un dé artefact, ultime on va dire, c'est l'artefact, le marteau de Tellure. Et le dé jaune, c'est la trompette de renommée. Et le dernier, là où vous voyez plein de cœurs en moins, c'est la faux d'un coup. Donc là, il y a le classement du jeu. Les meeples démarrent ici sur la partie start. On met autour du plateau, accessible à tout le monde, les cartes créatures, les cartes artefacts et les cartes événements. Le marteau d'Ankou sur la finalité, ici, avec Urto qui est à côté. Les cartes alpha de ce côté-là. La faux d'Ankou, on le met tout en haut. Et on sélectionne entre le marteau de Tellure et la trompette de renommée. Par exemple, là, on va jouer avec le marteau de Tellure sur cette partie. On le positionne à gauche
ou à droite. Donc on le met là. Sur ces deux cases-là, on positionne piocher un artefact. Les dés, on les écarte. On a à proximité le dé de fouille. Et on est prêt à démarrer la partie. Mais juste avant, on va voir un peu tout le système du jeu. Donc là, on va faire une partie à 3 joueurs. On va jouer avec Barbouaille. C'est moi qui vais jouer avec la belle Beubare. C'est un, on dirait vraiment un ent. Hop, je positionne déjà mes points de mana et mon point de vie. Catherine va jouer Arminius. Et Camille nous rejoint avec Oriandre. Et c'est le joueur avec le cœur le plus pur qui commence. Donc ça va être Camille. Forcément. Donc là, la préparation, la mise en place est faite. À notre tour de jeu, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Le déroulement d'un tour d'un jeu, c'est très simple. En début de tour, vous pouvez choisir de ne faire aucune action, sauf lancer votre dé divin si on en possède un. C'est ce qui précise dans la règle. La chaleur du feu de camp vous permet de regagner un point de vie et un point de mana. Chose importante, on ne peut pas se reposer 2 fois consécutivement. Et le repos est interdit forcément sur les cases monstres parce que vous allez évidemment être attaqué. Donc la phase A, c'est très simple. Si on doit choisir notre chemin. Donc toutes les directions sont possibles. On annonce simplement le futur déplacement à nos adversaires afin d'éviter toute confusion. Là, on va se déplacer. Avant de commencer, on met bien évidemment dans ce sac une multitude de jetons. Il y aura en jeton monstre 27 torches, peu importe lesquelles, 5 raccourcis, 5 champignons, 7 renommées et 3 renommées doubles. Et les autres jetons, on les garde à portée de main. Donc voilà, tout est positionné dans le sac, bien fermé. Et on va devoir piocher à l'aveugle. Ensuite, la phase B, on pioche forcément un jeton. Dans le cas où la case annoncée n'a pas encore été découverte par un autre joueur, piochez un jeton. Dans les deux cas, appliquez l'effet indiqué à la page suivante. Donc du coup, à chaque fois qu'on va s'arrêter sur une case, il va y avoir une spécificité liée au jeton qu'on aura pioché. La phase C est facultative, c'est le sprint. Pour 2 points de vie, il est possible d'avancer d'une case supplémentaire pour faire l'action depuis la phase A. Se dissimuler d'un monstre ou le combattre empêche le sprint pour ce tour. À quoi correspondent les jetons? Dans le jeton torche, notamment, on va découvrir une case éclairée et il est possible de fouiller cette case avec le fameux défouille. Donc le défouille, il est là, on le positionne ici. Donc si on lance, on tombe sur un pas de chance, l'alpha vous a entendu et se jette sur vous et on doit le combattre. Ensuite, si on lance et on tombe sur un 2, une potion de vitalité, on récupère un point de vie. Si on lance et on tombe sur un 3, cette fois-ci, c'est un point de mana. Si on tombe sur le 4, 5, 6, c'est un coffre, on doit piocher un artefact. Si on lance et on tombe sur 7, 8, 9, 10, l'exploration est fructueuse, on doit piocher une carte événement. Et pour finir, 11, 12, on a droit à un monstre. Il existe aussi les torches, comme je l'ai expliqué, avec un petit point d'interrogation. On va jouer d'abord l'événement, puis jouer l'action par la suite avec le défouille. Et il y a aussi la carte torche et fontaine. On peut faire un don à la fontaine, on sacrifie un point de mana ou plus, et on reçoit autant de points de vie, et on peut faire l'inverse, bien évidemment. Ensuite, il y avait les petits pas. C'est les jetons raccourcis. Au hasard de votre chemin, vous tombez sur un raccourci. Ce dernier vous permet d'avancer d'une case supplémentaire dans la direction de nos choix. On pioche un nouveau jeton dans le sac si la case suivante n'est pas découverte. Ensuite, il y a les points de renommée, qui sont de 2 valeurs, avec un petit 2 pour renommée double, et une renommée simple. C'est la grotte sacrée parsemée de vestiges, pouvant vous apporter de la renommée auprès d'Urto en fin de partie. C'est un peu comme les jetons victoire. Ensuite, il y a le champignon, comme j'ai pu vous montrer. La grotte sacrée est parsemée d'énormes monstruosités fongiques qui bloquent l'accès à certaines cases. Dans le cas où vous piocherez un champignon, tentez de le détruire pour accéder à la case. Pour le détruire, faites un jet d'attaque d'au moins de valeur 5. La magie est autorisée forcément. Donc du coup, si on termine avec la tête de mort. Si la case est une tête de mort, on doit le combattre. Ensuite, il y a ce jeton-là,
Ce jeton-là, c'est le jeton d'attaque, lié à un événement. Chaque jeton vous trouvera un point d'attaque à utiliser avant un combat PVP ou PVM. PVP, c'est joueur contre joueur, ou PVM, joueur contre monstre. Ensuite, il y a le jeton de défense, pareil, c'est pour se défendre auprès d'un joueur ou auprès d'un monstre, donc on peut se foutre sur la gueule, c'est plutôt intéressant. Ceci, c'est le piège de Blorg. Ce jeton est lié à une carte événement, lisez le descriptif d'utilisation de cette carte, on verra bien assez tôt. Et on termine avec ce jeton -2, c'est -2 points de vie. Il est lié aussi à un artefact. On va vous parler maintenant des cartes créatures. Voici comment lire une carte monstre. Ici, c'est le résultat du jet d'attaque du monstre. Ici, c'est le point de vie, le nombre de dégâts que vous allez infliger pour pouvoir le vaincre. Ici, c'est le point de renommée. Une fois qu'on l'aura tué, on récupère cette carte. Et à la fin, on va comptabiliser toutes ces renommées. Donc, il y a deux moyens de résoudre une rencontre. Soit engager le combat jusqu'à la mort, ou, si la créature vous semble trop coriace, on peut se dissimuler pour éviter le combat, mais on va devoir payer un point de mana. Du coup, comment vaincre le monstre? Ça, c'est plutôt simple. Si le jet de combat du joueur est égal à l'attaque du monstre, ni le joueur ni le monstre subissent de dégâts. Si le jet de combat du joueur est inférieur à l'attaque du monstre, le joueur subit la différence en points de vie. Et si le jet de combat du joueur est supérieur à l'attaque du monstre, le monstre subit autant de dégâts. Donc, c'est plutôt simple, c'est du moins plus. Ensuite, il y a le combat PVP. Si on tombe sur la même case qu'un autre joueur, le combat ne dure qu'un seul tour, on ne va pas se taper jusqu'à la mort. Les deux joueurs lancent simultanément leur dé de combat. La différence entre les deux dés correspond à la somme des dégâts qui sera infligée à l'un ou à l'autre. Donc voilà, là c'est plutôt simple. On peut se foutre sur la gueule, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va parler de monstre alpha, le monstre le plus coriace du jeu qui se trouve ici. Alors celui-ci fait très peur. Donc il y a 5 points de vie et 5 de dégâts. Donc c'est la créature qui se nourrit de la peur de ses victimes. Nombre de héros qui ont tenté de lui ôter la vie. Mais la bête, elle renaît toujours de ses cendres, hein, c'est un peu comme le phénix. Donc ça peut faire très très mal. Particularité de l'alpha réside dans le fait que vous pouvez le tuer un maximum de 5 fois. Ici. Donc ça veut dire que c'est une seule créature qui se régénère 5 fois maximum. Au-delà de ça, on pioche, si on retombe encore sur l'alpha, on pioche une carte monstre à la place. On va vous parler cette fois-ci des cartes artefacts. On en vient là. Il y a 3 façons différentes de choper les artefacts. La première façon, c'est de lancer le défouille et récupérer sur un 4, 5, 6. Dans un second temps, il y a les artefacts divins, justement, qui permettent de récupérer un artefact. Et la troisième façon, c'est être le premier à se rendre sur une case artefact qui se situe là et là. Les cartes d'artefacts sont de 3 types. Il y a l'artefact permanent, l'artefact unique, à usage unique, et l'artefact équipement. On peut jouer l'artefact à tout moment du jeu, de la partie, et on peut le révéler tout simplement au dernier moment pour un petit coup de bluff, ça peut être intéressant. On peut porter au maximum 3 artefacts. Pour obtenir un nouvel artefact, si on en a déjà 3, on doit s'en séparer d'un, forcément. Pour ce faire, piocher la carte et décider si vous voulez faire des changements de carte ou non. Et pour finir, il y a les 3 artefacts divins. Cet artefact-ci, qui correspond à ce dé. Le marteau de Tellure, qui correspond au dé bleu. Et en le lançant, vous avez des capacités. Et le dernier, c'est celui-ci. Les fameuses trompettes, qui correspondent à ce dé. Cela, on ne met pas dans les artefacts spécifiques, on les met bien à côté. On ne peut pas les piocher. On les piochera une fois qu'on récupérera ici ou là. Les cartes événements, c'est très simple, hein, c'est une carte événement qui peut survenir à tout moment. Concernant les dés des artefacts, ils ont pour les trompettes de renommée, donc ici on gagne 1 point de renommée, ici on gagne 2 points de renommée, ici on vole 1 point de renommée à tous les joueurs, ça peut être intéressant. Ici on récupère 1 point de mana, ici on pioche un artefact, et ici on perd 1 point de vie, c'est un échec. Concernant le marteau de Tellure qui se trouve ici, donc ceci c'est un artefact, ceci c'est un éboulement double, le ou les joueurs présents sur une case de votre choix subissent 2 dégâts, ça peut faire très mal. 1 point de mana, un éboulement simple qui fait subir 1 point de dégâts sur une case de votre choix, ça c'est un échec, on perd 1 point de vie, et là c'est tout le monde perd 1 point de vie, sauf vous.
Et la Faudankou, l'ultime artefact. Donc ici, tous les adversaires perdent un point de vie, 2 points de vie et 3 points de vie. Ça peut aller très très vite une fois qu'on aura récupéré ce fameux marteau. Donc, on répète pour le défouille. Alpha qui sort, qui t'attaque. Un point de vie, un point de mana, un artefact, un événement et une créature qui pop. Ensuite, on n'a pas parlé de la mana. La mana, c'est très important. On peut utiliser un point de mana pour invoquer les dieux de la chance et relancer le dé de combat. On peut relancer autant de fois que quand on a de mana. Un point aussi pour se dissimuler d'un adversaire. 5 points. Ça, c'est un coup très important. On renforce définitivement notre arme et on joue désormais avec un dé à 8 faces. Mis à part, forcément, Barbouaille, qui n'a pas le droit. Et de 1 à 3 points pour toute la durée de votre combat. Vous pouvez également avoir la possibilité de renforcer votre dé de combat. Donc ça rajoutera du point. Tout simplement. Et on termine avec la fin de partie. Donc la fin de partie, c'est très simple. Tous les joueurs sont morts. C'est la première fin. Pas de vainqueur. Urto devra attendre la prochaine génération de champions. La fin numéro 2. Un seul héros s'en sort vivant. Et voici désigné le nouveau champion de Méorina. L'arme d'Urto s'empresse de prendre possession de l'arme de l'élu. Et la fin numéro 3. S'il y a 2 joueurs qui arrivent à la dernière salle, Urto doit faire un choix. Prouvez-lui que vous êtes le plus digne d'être le nouvel élu. Donc le décompte final, comptez 1 point de mana et 1 point de vie restant, plus vos jetons renommés, vos cartes monstres et artefacts encore en main. S'il y a une égalité parfaite, ce qui est rare, le joueur avec le plus grand nombre de points de renommée l'emporte. Donc on va faire une partie test sur la prochaine vidéo. Et c'est parti!